Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 6 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant la matinale, un numéro de téléphone à composer, le 06 84 54 77 23, un SMS, un message vocal auquel nous pourrons vous répondre afin de nous informer, pourquoi pas, de la météo qu'il fait du côté de chez vous, de l'information trafic ou tout simplement pour répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants. Mais on commence avec cette météo qui vous attend au réveil et tout au long de la journée en ce vendredi 6 décembre. Vous le voyez, on peut s'attendre à de nombreuses averses en Vendée encore aujourd'hui, avec des températures douces, 9 à 11 degrés d'est en ouest au réveil pour cette première moitié de journée. Des éclaircies semblent tout de même s'élargir par l'ouest dans l'après-midi, tandis que l'instabilité, elle, perdurera dans les terres. Le vent de sud-ouest est sensible, 11 à 12 degrés attendus d'est en ouest cet après-midi. Et partons sur le littoral pour jeter un coup d'œil au marais du jour. Direction Beauvoir-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer comme tous les matins. La prochaine basse mer est prévue à 13h14 du côté du passage du Gois et 13h42 du côté de la Tranche-sur-Mer, ce qui veut dire que l'océan se retire petit à petit. Les coefficients du jour, 94-90 du côté du Gois, 87-81 du côté de la Tranche-sur-Mer, ce qui signifie que vous avez une bonne heure et demie encore avant et après l'heure de la marée basse pour pouvoir traverser le passage du Gois. Un mot concernant les marchés du jour. Vous avez peut-être prévu d'aller faire vos courses ce matin. Nous partons du côté tout d'abord de Saint-Hilaire-de-Riez, 8h-13h côté Sion, place Vivi-Burgo. Toujours du côté du littoral, dans le sud-ouest, Vendée à l'Aiguillon, la Presqu'île. De 8h à 13h, les commerçants et les commerçantes vous attendent place de la mairie, en centre-bourg. Nous sommes du côté de l'Aiguillon-sur-Mer. Et puis deux autres marchés, Mouilleron-Saint-Germain, 9h-13h, place de l'Âtre de Tassigny. Et les halles de Chaland ouvertes aujourd'hui de 8h30 à 13h. Un rapide point sur la circulation et sur les infos trafic. Les chantiers que vous pourriez retrouver ce matin et toute la journée sur les routes de Vendée, le secteur entre Comquier et Saint-Christophe du Ligneron, où le pont de la RD 754 est fermé à la circulation pour des raisons de sécurité. Chute partielle de la voûte et donc des travaux engagés d'urgence par le département depuis ce lundi 2 février. Jusqu'à la fin du mois. Je vous le rappelle, la pose d'un pont en béton préfabriqué est prévue à la fin du mois de février. Un point sur les carburants. Également, en ce vendredi, vous avez peut-être prévu d'aller faire le plein d'essence avant de partir en week-end. Voici les prix affichés à la pompe en ce vendredi matin. Pour les utilisateurs de samplon 85, direction Benay ou encore les Sables d'Olonne et Chantonnay, les prix affichés ce matin, 1,66 €, 67 ou encore 69. Et puis pas de jaloux pour les utilisateurs de voitures au diesel du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de La Roche-sur-Yon ou du Poiré-sur-Vie. Le prix affiché ce matin est d'1,60 €. Et en ce vendredi, le soleil se lève à 8h22, s'est levé à 8h22, se couchera à 18h17. Nous gagnons donc 3 nouvelles minutes dans l'ensoleillement. Et en ce 6 février, nous fêtons les Gastons. Alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec la venue en Vendée, justement, aujourd'hui de Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, rendra tout d'abord visite au fabricant de meubles Gauthier qui a traversé une année 2024 difficile, avec son placement en redressement judiciaire, finalement levé, un exemple parmi les 66 000 entreprises en défaillance sur la seule année 2024 en France. Puis une rencontre est prévue avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que le MEDEF local. L'objectif de cette venue, évoquer les leviers qui permettent de mieux accompagner les entreprises en difficulté financièrement. Et parmi ces entreprises
et ses filières économiques, celle de la pêche, qui est portée par les plus de 240 navires vendéens répartis tout le long du littoral. C'est cette filière qu'ont souhaité mettre à l'honneur les élèves de terminale Bac Pro Cuisine du lycée Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon, en organisant un séminaire sur les différentes pratiques de la pêche et la protection des ressources marines. On a décidé de faire cette conférence, ce séminaire entre guillemets, afin de pouvoir sensibiliser toutes les classes du LH et les personnes potentiellement qui pourront nous regarder à l'extérieur, pour vraiment leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème au niveau de la pêche, de la surpêche et de la protection des ressources marines. Donc pour ça, nous, on a avant tout démarché des professionnels, comme on pourra le voir juste après, avec des grands chefs et surtout des gens, des scientifiques plutôt, qui pourront nous apporter un aspect, chacun de leur côté, un peu différent, sur vraiment la problématique sur laquelle on veut aborder aujourd'hui. Des enjeux de protection des ressources qui obligent les professionnels de la restauration à adapter leur menu au fil des saisons et de l'évolution des espèces afin de passer ce message de lutte contre la surpêche. Il faut sans cesse expliquer aux gens pourquoi le prix, aux consommateurs pourquoi le prix, qu'est-ce qui définit ça, le pourquoi du comment, pourquoi on prépare comme ça, pourquoi on fait ci, ou alors on prépare d'autres poissons qu'ils ne connaissent pas. Oui, ça impacte indirectement et directement le marché ainsi que les consommateurs. Oui. Je pense qu'il faut faire un message choc qui, eux, pourront retransmettre et après, ça sera le bouche à oreille. Car ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on compare souvent le travail d'antan, l'argent d'antan, au travail de maintenant. Je pense qu'on peut éviter une surpêche qui n'est pas de saison si le client n'achète pas le poisson. Et une grande maison comme la nôtre, je trouve que c'est important et la clientèle nous écoute comme tous ces talents qui travaillent à nos côtés. Parce que vous voyez, pour faire à peu près 40 couverts, on est une quarantaine de personnes. Et puis tous ces jeunes qui apprennent avec nous, faut leur donner la bonne façon de faire, la bonne mentalité. Et puis surtout, montrer l'exemple pour que la jeunesse et les générations à venir puissent profiter des océans. Et puis la mer, c'est aussi la base de la terre. Sans océan, il n'y a plus de terre du tout. Et on reste en cuisine, en compagnie de ces élèves de première année de BTS Management de l'hôtellerie-restauration, qui, le temps d'un service, ont eu la mission d'organiser une soirée sur le thème d'un repas comme à l'Élysée. Pas de chef d'État, de femmes ou d'hommes politiques à servir pour ces élèves, mais ces derniers ont pu compter sur la présence et l'aide de plusieurs professionnels de la restauration ayant côtoyé la cuisine présidentielle, de quoi impressionner les familles des étudiants hôtes du soir. Reportage en cuisine signé Louise Viadger. À quelques minutes de l'accueil des familles, la pression monte en cuisine. Les gestes s'accélèrent, les consignes fusent et la concentration est à son maximum. Ces étudiants en BTS Management de l'hôtellerie-restauration ne cuisinent pas pour un simple dîner. Ils s'apprêtent à servir un menu inspiré des grandes tables de l'Élysée. Pour eux, c'est une vraie chance et puis ça leur permet d'élever les curseurs. Et puis ce qui est surtout important pour eux, à leur âge, c'est d'avoir des repères et de pouvoir côtoyer des gens qui ont fait des choses bien dans leur carrière et de s'appuyer sur eux. En cuisine, les étudiants ne sont pas seuls. Ils sont encadrés à distance par Fabrice Desvignes, chef cuisinier de l'Élysée. Ce sont des conseils précieux et une exigence constante pour guider les étapes de la préparation. Il nous a donné énormément de conseils, il nous a aidés sur des places et on a travaillé sur des recettes, sur des fiches techniques. Et en fait, on était en relation avec lui à travers les profs. On a même pu faire une visio avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas être avec nous. Pendant ce temps, en salle, les 15 étudiants ne sont pas en reste. Ils sont guidés par Sébastien Rival, ancien directeur de la restauration du Palace Le Meurice à Paris, et de Stéphane Guénaud, argentier de l'Élysée qui veille aux moindres détails du service. J'ai trouvé un joli dynamisme parce qu'on a juste lancé les premières lignes il y a quelques mois en arrière et les étudiants ont travaillé tout seuls, donc on n'a pas eu besoin de s'impliquer, c'est super. Et aujourd'hui, voilà, on a finalisé, on a fait des petits détails avec une nappe, pourquoi on dresse à la française, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Si on pouvait faire un peu comme à l'Élysée. C'est vraiment un honneur, c'est une expérience qui est unique de voir que nos professeurs ils sont aussi engagés, qu'ils ont pu vraiment nous proposer ce thème. C'est assez important, on propose des mets assez riches entre guillemets au niveau des saveurs, etc. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir faire cette soirée et de pouvoir présenter ça à nos familles qui sont là ce soir. Et lorsque les familles ont franchi la porte, elles ont été accueillies
comme à l'Élysée. Un service soigné, des plats revisités avec exigence et une ambiance digne des grandes réceptions présidentielles. L'AMFR IFACOM de la Ferrière franchit une nouvelle étape majeure de son développement avec la pose de la première pierre de son projet d'agrandissement. Pensé comme un campus à taille humaine en milieu rural, ce projet prévoit de nouvelles salles de cours, des espaces de vie, un bâtiment dédié aux formations supérieures avec un espace de coworking, ainsi que la rénovation du restaurant et l'agrandissement des locaux administratifs. Les travaux, eux, s'échelonneront jusqu'en septembre 2027. On a 2 internats, un premier qui date un petit peu, qui a besoin d'être réhabilité, et un deuxième qui est tout à fait en état. Donc première étape, on construit un internat pour pouvoir accueillir les jeunes dans de bonnes conditions, puis des salles de classe, puisqu'aujourd'hui on a été contraint de mettre en place des modulaires de transition pour accueillir tout le monde. Donc des salles de classe, effectivement, deuxième étape, et puis ensuite on va faire évoluer notre cuisine, puisque qui dit accueil dit restauration également. On vient à 2 titres avec 2 enveloppes donc qui cumulées représentent 1,6 million, 900 000 d'un côté et 700 000 de l'autre, pour accompagner ce projet, tant du côté de l'internat qui permet aux jeunes de vivre pleinement leur formation, et c'est le modèle des MFR qui le veut et qu'on soutient dans ce sens, et puis également des espaces pédagogiques nouveaux, puisque si on veut accueillir du CAP au post-bac et voire bac plus 3, plus 5 ici, il faut forcément des espaces pédagogiques nouveaux, et c'est ce qu'on va pouvoir accompagner à travers ce soutien financier. Direction les Sables d'Olonne, où a démarré ce mercredi le chantier de démolition de plusieurs bâtiments attenant à l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier, construite au début du XIIe siècle. Des travaux dont l'objectif est de valoriser l'édifice auparavant caché par les bâtiments alentours. Une première phase de démolition avant une seconde début mars qui consistera à la sécurisation du site. Reportage Anaïs Escalona. 24 mètres de haut et une puissance de frappe redoutable. Cette pelle de démolition a pour mission de rayer de la carte 2 bâtiments à l'abandon, une opération chirurgicale validée par l'architecte des bâtiments de France qui devrait s'achever d'ici quelques semaines. Le contexte était de répondre aux attentes de la ville des Sables d'Olonne et de démolir assez rapidement cette partie verrue, entre guillemets, comme ils appellent et de mettre en évidence en fait l'abbaye et cacher et de démolir vraiment les parties qui gênaient à l'extension de l'abbaye. Au total, on a donc le bâtiment A qui se trouve derrière moi, ici, et on a le bâtiment D, donc le sanitaire, un bloc sanitaire qui fait environ 25 mètres carrés dessus, on est passé tout à l'heure en face. Voilà. 2 bâtiments. Le reste, pour le moment, la ville essaie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire après sur cette partie-là. Pour l'agglomération des Sables, l'objectif est clair, redonner du souffle à cette abbaye du XIIe siècle. Dès le mois de mars, une fois le site sécurisé, l'espace libéré offrira un regard inédit sur le cloître et le logis de l'abbé. C'est vraiment de dégager les bâtiments qui n'ont pas vraiment d'intérêt patrimoniaux, qui cachaient en fait à l'époque l'abbaye qu'on retrouve derrière et puis donc le logis de l'abbé et donc par la suite pour les futurs promeneurs et puis donc les habitants autour de pouvoir avoir ce patrimoine qui est vraiment visible pour eux. Et puis aussi dans un contexte où on est quand même dans un écrin de verdure, donc de pouvoir revaloriser un peu l'ensemble de sites qui se situent face à la mer et voilà. Coût de ce sauvetage paysager, 200 000 €. Prochaine étape après le nettoyage, une phase de diagnostic archéologique avant l'été pour s'assurer que le sol ne cache pas d'autres trésors d'histoire. Des Sables d'Olonne où plusieurs listes candidates ont déjà été annoncées pour les prochaines municipales. Il s'agit de celles menées par Nicolas Sénéchaud, le maire sortant, Anthony Bourget, conseiller de l'opposition, François-Charles Brion, tête de liste Debout la France, Adrien Mogino, candidat RN, ou encore Céline Tesson et Philippe Comte. On termine ce journal avec la 21e édition du concours d'éloquence Bien parler. La finale départementale avait lieu cette semaine à l'hôtel du département, destiné aux lycéens vendéens des établissements publics et privés. Ce concours vise avant tout à valoriser le temps d'une prise de parole de 7 minutes, l'expression orale de ces jeunes en formation générale, technologique ou professionnelle, compétences essentielles dans les parcours scolaires. Mais nous choisissons nos sujets presque un an avant.
C'est en mai 2025 que nous avons choisi le thème et les sujets. Et c'est vrai que nous pouvons constater que nous sommes souvent dans l'air du temps un an après. Donc là, c'était un sujet, une première fois où il n'y avait pas de citation. Pour le sujet d'arrondissement, oui, mais pas pour celui de la finale. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que ça ne va pas un peu désemparer nos candidats? Et pas du tout, hein. Vous voyez, ils ont chacun leur approche. Alors peut-être que ça les a gênés plus dans la structure, parce que d'habitude, ils sont plus quand même sur la recherche par rapport à la hauteur, la recherche du sens de la citation, puis après ils vont sur leur analyse. Là, il y en a d'emblée qui sont rentrés dans l'analyse de manière plus ou moins approfondie, mais avec des approches soit du quotidien, soit de manière beaucoup plus élevée, et c'était une belle réussite quand même. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. Une question de sport ce matin. Quelle discipline attendez-vous avec impatience lors des Jeux Olympiques d'hiver en Italie ? Paul Dewatine, vous faisiez la présentation des 2 sportives vendéennes qui participeront aux Jeux Olympiques d'hiver en Italie en ce milieu de semaine. N'hésitez donc pas à partager vos réponses en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Et je vous propose de passer sans plus attendre au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi à l'absence des bovins dans les différents concours agricoles. C'est surtout l'impact donc pour la vente des reproducteurs que l'on n'aura pas, ou moins. On a bien vu déjà en fin d'année dernière nos concours départementaux qui ont été annulés. C'est une visibilité en moins pour nous, pour les éleveurs charolais et tous mes collègues. Et donc là, à Paris, c'est plus présenter les taureaux qu'on a sur nos exploitations et dire un peu aux éleveurs français et étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui passent au salon. Voilà le taureau qu'on a en production chez nous. Et donc, en fait, c'est une publicité pour attirer le monde chez nous, voir des fils de sergents, et pour les vendre, les commercialiser par la suite en reproducteurs. Médiatiquement, Paris a fait parler beaucoup. Alors encore une fois, nous au niveau de la Montbéliard, parce que je suis administrateur du Grand Ouest, on a pris la décision, je crois qu'on est les premiers au 12 décembre, à annuler toute forme de manifestation avec des animaux sur Paris. Et on a vu que depuis, tous les autres races, que ce soit laitières, allaitantes et même ovines et caprines, ont pris la décision également de ne pas y participer. Alors ne pas y participer, c'est la motivation qu'il va falloir maintenir. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire. Parce que des éleveurs qui sortaient juste pour la convivialité, il va falloir les rechercher, je pense. Après, il y aura toujours les gens acharnés par les concours, on les retrouvera tout le temps sur le ring, il n'y a pas de souci. Par la voie laitière, pas forcément beaucoup d'impact. La génétique, elle est présente forcément sur les concours, mais financièrement, on n'a pas beaucoup de retour direct. Concernant par contre la voie allaitante, là je pense qu'eux, ils avaient un petit peu plus de dégâts, notamment leur sortie sur leurs jeunes reproducteurs qu'ils vont mettre à la vente après. Ça leur permet de les placer et puis de leur mettre une plus-value notamment à la vente. Ça a commencé déjà les annulations cet été par le SPAS, où nous, la race, avait décidé très tôt qu'on n'y participerait pas parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies au niveau sanitaire. On parlait de la DNC dans l'Est, mais on avait encore le droit au niveau des mouvements des animaux de sortir nos animaux pour aller notamment sur Rennes. Et nous, notre race, on a pris les devants concernant la FCO, parce que tous les troupeaux étaient touchés, les recherches sérologiques sortaient beaucoup d'animaux positifs. Et ensuite, il y avait toujours ce doute de la DNC. On ne connaissait pas, elle est apparue fin juin en Savoie. Et en tant que responsable, on a préféré ne pas déplacer nos animaux et éviter notamment des risques. En 2025, ça avait commencé par le sommet de l'élevage. Donc le national charolais était prévu là-bas. Donc il a été annulé pour cause de dermatose au début aussi. Donc il a été annulé, donc Sergent devait y participer. Après, ensuite, il y a eu Bressuire, les Luxure-Boulogne, qui est un petit comice, et puis le Tech Élevage, forcément. Et la finale des concours, qui se trouve à Moulins tous les ans, qui a aussi été annulée. Donc l'année dernière, mon élevage n'a fait aucun concours sur l'année 2025.
Et vous retrouvez dès à présent ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose de passer désormais à votre chronique du jour. Au programme de cette fin de semaine, du théâtre, du sport, avec une course d'orientation à Bournezeau ou encore un festival de magie à Sainte-Foy, c'est votre agenda de la semaine. Quand tu vas être beau, regarde, on finit de se préparer, tu vas être super. Hein, regarde un peu. Aïe! Quoi? Tu tires? Mais non, je tire pas, je brosse. Tu tires. Mais ça tire pas, la brosse. Mais non. Aïe, sauvage! Bon, écoute, allez, ça y est, tu es prêt? Oui. D'accord. Tu es très beau, je sais. Est-ce que quelqu'un veut un petit pastaga? Oui. Oui. Paris pointu, ça vient du Corse, Pinzutia, le pays pointu. Un accent? Quel accent? Une rose. J'ai pas d'accent, moi. Hein. Mais si, monsieur, mais c'est normal. Ouh, Jean-Marc! Une rose jaune. L'accent du midi. Ce sont les restes d'une langue ancestrale. Et ben voilà, cherche pas, c'est très contemporain, c'est ça le sujet. Et quai? Mais non, mais il nous a tanné pendant des années pour qu'on lui paye des cours qui coûtaient un SMIC pour apprendre à dire en au lieu de hein, et maintenant il fait un spectacle pour dire que c'est pas bien. Majesté, c'est le pape. Voulez-vous vous joindre à moi et organiser une super croisade contre les Cathares afin de restaurer les super valeurs catholiques du royaume? Il y a un imprévu. Et vous retrouvez bien évidemment l'ensemble de cet agenda sur notre site tvvendée.fr. Nous approchons de la fin de cette matinale, donc c'est l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un bon d'achat d'une valeur de 40 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Une question à laquelle il vous faut répondre depuis ce lundi. Dans quelle commune vendéenne se trouvait Marion Blanchet dans l'épisode de Trésors cachés diffusé la semaine dernière? Plusieurs indices vous ont déjà été donnés depuis ce lundi. Nous savons que nous sommes à la recherche d'une commune située dans le nord-ouest Vendée, avec un lieu emblématique sur cette commune, visité par plusieurs milliers de personnes chaque année. Un cinquième indice en ce vendredi. Chaque été, la commune accueille un spectacle historique de grande ampleur, organisé au pied de son château, justement. Nous parlions d'un lieu historique, il s'agit donc de ce château.
Pour jouer, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour pouvoir tenter de participer et d'être tiré au sort pour remporter ce bon d'achat de 40 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur TV Vendée. Passez une excellente fin de semaine. À très vite.